Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire intitulé Parcours scolaire et allergies alimentaires. On va se donner encore quelques petites secondes pour permettre à tout le monde de se connecter et de se joindre à nous. Je me présente, Kim Leduc-Murray, je suis directrice des opérations chez Allergies Québec. La présentation d'aujourd'hui traitera de plusieurs sujets en lien avec les allergies alimentaires et les mesures de prévention dans un contexte scolaire. Je souhaite vous rappeler que qu'en l'absence de législation entourant la prise en charge des enfants allergiques, nous utilisons chez Allergies Québec le guide de bonne pratique pour la gestion des allergies alimentaires en milieu scolaire primaire à Montréal, là, qui fait consensus chez les experts. Donc, ce guide-là est disponible sur notre site Internet. On pourra vous en reparler un petit peu plus tard durant la présentation. Pour nous aider à faire le point aujourd'hui, nous recevons deux conférencières. Je les invite à ouvrir leur vidéo et leur micro et à se joindre à la présentation. Bonjour, Dr. Prou et bonjour, Christine. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Nous allons commencer sans plus tarder par la présentation de nos conférencières. Tout d'abord, pour faire le point, nous recevons Dr. Émilie Proulx, allergologue au centre hospitalier régional, de Lanaudière, et aussi Christine Gadonex, nutritionniste, qui travaille aussi chez Allergie Québec depuis plusieurs années comme formatrice et intervenante à la ligne de soutien. À vous deux, merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. On a aussi la présence d'Andréane Tremblay-Lebeau. Elle est dans l'ombre aujourd'hui. C'est notre nutritionniste et chargée des formations à la permanence d'Allergie Québec. Elle jouera le rôle de modératrice aujourd'hui. Elle pourra voir vos questions et réponses à ce sujet-là. Si vous avez des questions à poser durant la présentation, je vous invite à utiliser le petit bouton Q&A, là, le questions et réponses, deux petites boîtes de chat pour y inscrire vos questions. Si le temps le permet à la fin de la présentation, on pourra répondre à certaines questions qu'on a reçues au préalable via le formulaire d'inscription ou durant la présentation. Je tiens à rappeler que la séance d'aujourd'hui est une présentation qui se veut informative et qui ne remplace pas l'avis de votre médecin. Donc, si vous avez des questions spécifiques ou des inquiétudes sur votre état de santé ou celui de votre enfant, assurez-vous d'en discuter avec soit votre médecin ou votre allergologue. Donc, tout d'abord, on va débuter la séance avec la présentation de Dr. Proulx. Celle-ci sera suivie par la présentation de Christine. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, si le temps le permet, nous pourrons avoir quelques minutes pour répondre aux questions. Sans plus tarder, j'inviterai Dr. Proulx à partager sa présentation. Ça me fait plaisir d'enregistrer le webinaire sur la gestion des allergies pour une rentrée scolaire réussie. Si vous côtoyez ou vous avez des enfants qui ont des allergies alimentaires, la gestion des risques qui sont associés aux allergies fait partie de votre quotidien et passe principalement par le contrôle de l'environnement dans lequel votre enfant évolue. Donc, vous avez restreint les accès aux allergènes, vous gérez quotidiennement la possibilité d'être en contact avec les allergènes de votre enfant. Alors, c'est certain que la rentrée scolaire ou le fait d'envoyer votre enfant dans un milieu dont vous n'avez pas le contrôle peut créer une certaine perte de contrôle avec des appréhensions, de l'anxiété face aux allergies alimentaires et à leur gestion. Par contre, c'est également une occasion de discuter des allergies avec votre enfant, de faire la mise à jour de ses connaissances, des vôtres, de partager ensemble les options ou les façons de mieux gérer le risque associé aux allergies alimentaires en milieu scolaire. Donc, la présentation aujourd'hui va porter sur trois grands thèmes. Donc, revoir les moyens de prévenir les réactions allergiques en milieu scolaire, optimiser leur traitement parce que peu importe le degré de prévention qu'on réussit à instaurer, il va toujours rester une possibilité d'avoir à traiter une réaction allergique. Puis ensuite, agir après un incident ou la découverte de nouvelles allergies, quoi faire après.
Donc, pour ce qui est des moyens de prévenir les réactions allergiques, il y a déjà eu une première partie de présentation sur l'éviction des allergènes, les manières de le faire en milieu scolaire qui ont été données par ma collègue nutritionniste. Ce que j'ajouterais en fait, c'est qu'évidemment, c'est important d'éviter les allergènes connus, mais également essayer d'éviter les allergènes inconnus. C'est-à-dire que si vous avez des enfants qui sont en milieu de garde, donc en garderie, évitez d'introduire des allergènes pour la première fois avant d'envoyer les enfants à la garderie le matin. Et également, si vous avez des enfants d'âge scolaire qui ont des allergies alimentaires uniques ou multiples, évitez également d'introduire des aliments qu'ils n'ont jamais mangés ou des aliments inconnus. C'est très à la mode d'utiliser toutes sortes d'alternatives alimentaires, la graine de lin, les graines de chia, les graines de citrouille. Il n'y a aucune recommandation de les éviter. Par contre, évitez de les introduire avant d'envoyer l'enfant à l'école pour éviter justement des réactions à des nouveaux allergènes ou des allergènes émergents. Évitez qu'elles surviennent en milieu scolaire. Deuxième point, identifier les allergies et les autres maladies atopiques de votre enfant. Donc, par atopie, on entend l'eczéma, les allergies saisonnières et l'asthme. Assurez-vous que les allergènes soient identifiables facilement et rapidement. Assurez-vous que votre enfant est au courant de ces allergènes. Puis s'il n'est pas capable de les nommer, bien, qu'ils soient facilement identifiables directement sur lui. Donc, on parle de bracelets, Médicalerte ou de d'autres compagnies qui fabriquent des bracelets là, parfois plus appropriés pour les enfants. Puis assurez-vous également que les allergènes sont identifiés dans le milieu scolaire que votre enfant fréquente, dépendamment des commissions scolaires ou des établissements. Le protocole pour identifier les allergies peut être différent. Assurez-vous de le connaître, puis assurez-vous de participer à l'identification des allergies pour votre enfant selon les procédures qui sont en vigueur dans le milieu qu'il fréquente. Saisissez également les opportunités d'éduquer. C'est-à-dire que habituellement, la meilleure façon de rencontrer ou de partager les allergies de votre enfant au plus grand nombre de personnes va être les réunions de parents. C'est certain que si vous faites partie du 5 des parents qui vivent avec un enfant qui a des allergies alimentaires, votre perception du risque associé aux allergies alimentaires et également de l'importance de la gestion de ce risque-là peut être très différent de la gestion du risque qui va être partagée par les 95 de parents qui ne vivent pas avec des enfants avec des allergies alimentaires. Pour vous, c'est certain que c'est une partie intégrante de votre quotidien, gérer ce risque-là. Ce n'est pas nécessairement perçu comme une restriction, c'est une nécessité pour la santé de votre enfant. Par contre, pour les 95 de parents qui ne vivent pas avec des allergies alimentaires, c'est certain que de se faire imposer des restrictions, soit sur les collations, sur les aliments présents à l'école, sur les collations qui vont être servies si votre enfant participe à des activités chez eux, vont être perçues comme une restriction. Donc, c'est important, c'est un moment de pouvoir éduquer, puis de changer la perception de la gestion des allergies de votre enfant que ça va représenter pour les parents des autres enfants. Révisez avec votre enfant, puis également pour vous-même les connaissances sur les allergies alimentaires, puis les compétences de votre enfant, autant pour identifier les allergènes, identifier les réactions allergiques quand elles surviennent, puis identifier également le traitement, puis la compétence pour administrer l'auto-injecteur en fonction de l'âge de l'enfant. Partager la gestion du risque avec les intervenants en milieu scolaire. Donc, comme on disait au départ, habituellement, la gestion du risque en lien avec les allergies demeure votre compétence parentale à vous. Par contre, quand l'enfant est dans un milieu autre que votre environnement familial, bien, la gestion du risque appartient également à d'autres intervenants. Donc, vérifiez avec tous les gens qui vont faire partie du quotidien de votre enfant en milieu scolaire, autant le professeur que les professeurs affiliés, les services de garde, les responsables des activités parascolaires, toute personne qui pourrait être appelée à gérer une réaction avec votre enfant si elle survenait en dehors du milieu familial. Puis également, c'est votre devoir comme parent d'optimiser les autres conditions de votre enfant qui pourraient soit être confondues avec une réaction allergique, soit rendre une réaction allergique en milieu scolaire plus sévère.
Donc, principalement au niveau de l'asthme. On va parler aujourd'hui des plans d'action pour le traitement de l'anaphylaxie, mais si votre enfant est atopique, s'il a tendance à avoir des maladies allergiques, c'est le fait de l'asthme. Il existe également des plans d'action pour l'asthme en milieu scolaire. Donc, c'est important de réviser ça également avec les différents intervenants, avec votre enfant, puis de rendre disponible le traitement pour cette condition-là également. Donc, c'est certain que même avec les meilleurs moyens de prévention, on ne peut pas prévenir l'imprévisible. Une réaction allergique, une anaphylaxie, ça demeure une urgence médicale qui doit être traitée. Par contre, c'est une urgence médicale pour laquelle vous disposez à la maison ou en milieu scolaire du même traitement que votre enfant recevait s'il était dans un milieu de soins aigus, donc s'il était à l'hôpital à l'urgence. Et ce traitement-là, ben, vous devez le rendre disponible, être capable de l'administrer si jamais il y a une réaction. Donc, la pierre angulaire du traitement des allergies alimentaires, c'est l'auto-injecteur d'épinéphrine. C'est le seul médicament qui arrête la réaction allergique. C'est le seul médicament qui doit être accessible en tout temps pour votre enfant. C'est les porteurs d'une allergie alimentaire. Donc, on va réviser ensemble les plans d'action pour l'administration de l'auto-injecteur d'épinéphrine, sa disponibilité, les indications de l'utiliser, puis également la technique d'injection. C'est vraiment essentiel d'être capable de traiter la réaction allergique si elle arrête, parce que comme on disait, peu importe ce que vous allez faire pour les prévenir, l'essentiel, si elle arrive, c'est d'être à l'aise de la traiter. Donc, les plans d'action sont disponibles. Celui que vous avez ici, c'est un plan d'action qui est disponible facilement sur les sites de plusieurs organismes qui s'occupent des allergies alimentaires. On va le réviser section par section. Ce que j'aurais à dire comme médecin spécialiste en allergie, c'est que ce n'est pas nécessairement le devoir de l'allergologue de remplir ce plan d'action. En bas, on demande la signature d'un parent. La très grande majorité des informations, vous les connaissez comme parent. Vous pouvez le remplir vous-même, vous pouvez le donner dans les milieux scolaires et vous pouvez le donner aux intervenants qui vont le demander. Vous pouvez évidemment le faire co-signer par un médecin, que ce soit votre médecin de famille, un médecin dans un sans rendez-vous, à l'urgence qui se serait occupé de votre enfant, votre allergologue si vous y avez accès. Mais c'est important que le plan d'action soit disponible, peu importe que votre médecin soit disponible ou non. Donc, c'est préférable de le remplir, de le fournir vous-même que d'attendre d'avoir une signature médicale pour pouvoir le rendre disponible. Ce n'est pas une prescription, hein, ce sont des informations sur votre enfant. Donc, votre enfant doit être identifié. C'est bien de mettre une photo à jour, de remettre le plan à jour annuellement pour que votre enfant soit facilement identifiable. Identifier les différents allergènes, si c'est au niveau alimentaire, énumérer la liste complète. Puis, pour les autres allergènes, mais à ce moment-là, c'est pas le sujet de la présentation, mais l'utilisation et le traitement de la réaction allergique demeurent les mêmes. Notez les informations sur votre auto-injecteur d'épinéphrine, donc vérifiez la date d'expiration. Si la date d'expiration vient à échéance pendant l'année scolaire, assurez-vous de vous mettre un rappel pour remplacer les auto-injecteurs pour qu'il y en ait qui soient valides et disponibles à l'école. Indiquer la marque et le dosage de l'auto-injecteur pour votre enfant. À souligner ici que dans le plan d'action qui est fourni, là, on retrouve encore les auto-injecteurs Emerald qui ont été retirés du marché pour des défauts de fonctionnement du mécanisme d'auto-injection. Donc, si c'est l'auto-injecteur que vous avez à la maison, vous pouvez vérifier avec le pharmacien qui va faire la substitution pour un auto-injecteur de dose équivalente si vous avez l'Emerald 0,3 mg ou qui va substituer pour d'autres auto-injecteurs ou plusieurs auto-injecteurs si vous aviez l'auto-injecteur à plus haute dose pour les patients de plus de 60 kg. Vous pouvez également discuter avec votre médecin si vous y aviez accès, avec votre allergologue également. Vérifiez avec les intervenants en milieu scolaire où se retrouvent les auto-injecteurs. Donc, il doit y en avoir un avec votre enfant en tout temps. Ensuite, la sécurité du port de l'auto-injecteur dépend de l'âge de l'enfant, mais dépend aussi de son degré de maturité. Et en tant que parent, c'est vous qui êtes les meilleurs pour déterminer si votre enfant est apte à porter son auto-injecteur sur lui en tout temps, si c'est sécuritaire.
Mais assurez-vous également qu'on retrouve un autre auto-injecteur à l'école et vérifiez où il est. Vérifiez la manière dont il va être conservé et à quel endroit, puis inscrivez-le sur le plan d'action avec les professeurs ou la personne qui sera responsable de votre enfant à l'école. Dans les plans d'action, on indique des facteurs de risque de réaction plus sévères. Donc, est-ce que l'enfant présente de l'asthme ou quelqu'un pourrait aussi avoir un plan d'action pour l'asthme qui va être produit séparément? Est-ce que votre enfant a déjà fait des réactions anaphylactiques ou des anaphylaxies sévères, soit pour lesquelles il y a eu besoin de plus d'un auto-injecteur, qui ont nécessité des soins aigus. Donc, à ce moment-là, ça permet de mettre l'accent sur la prévention et le traitement pour votre enfant. Donc, c'est la première partie du plan d'action. Dans la deuxième partie, on fait un rappel sur l'identification des différents symptômes d'une réaction allergique. On va revenir plus tard sur les indications d'utiliser l'auto-injecteur d'épinéphrine avec une vignette qui est un petit peu plus facile à utiliser. Vous pouvez utiliser cette section-ci pour mettre en évidence également quels sont les symptômes les plus fréquents de la réaction allergique pour votre enfant. Donc, en temps normal, dans la population générale, ce sont vraiment les symptômes cutanés qui vont apparaître en premier, qui vont mettre la puce à l'oreille pour une réaction de type anaphylactique. Mais si votre enfant, par exemple, a de l'asthme et que son premier symptôme sont toujours des symptômes respiratoires, bien, par exemple, vous pouvez l'indiquer sur le plan ou mettre des indices là, de comment reconnaître les réactions pour votre enfant en particulier, pour la personne qui aura à détecter la réaction ou la traiter avec lui. Donc, on y revient un petit peu plus tard sur les indications de l'administration de l'auto-injecteur d'épinéphrine, mais simplement un rappel là, dans cette section-ci pour le plan d'action. Puis ensuite, la partie la plus importante, c'est le rappel sur les interventions qui doivent être faites pour traiter la réaction. Donc, on va réviser l'ordre. L'ordre est très important, hein. Régulièrement, dans mon bureau, je vois des parents qui ont été appelés par l'école avec une description des symptômes pour savoir s'ils devaient ou non administrer l'auto-injecteur d'épinéphrine. Personnellement, comme médecin spécialiste en allergie, quand je parle à un autre médecin au téléphone pour traiter une réaction allergique sur un patient, parfois, au téléphone, même pour moi, c'est difficile de voir ou de décrire, de savoir s'il faut administrer l'auto-injecteur. Donc, vous n'avez pas à prendre cette décision-là au téléphone comme parent. Si les intervenants qui sont sur place croient que c'est justifié de vous appeler pour une réaction allergique, puis que les symptômes remplissent les critères d'anaphylaxie ou les indications d'administrer l'auto-injecteur d'épinéphrine, la première étape est d'administrer l'auto-injecteur d'épinéphrine. Donc, si vous êtes appelé, retournez les intervenants qui vous contactent au plan d'action. Ils doivent administrer l'auto-injecteur d'épinéphrine, appeler les premiers répondants, administrer une deuxième dose si elle est disponible, que votre enfant en a besoin, s'assurer qu'il va être transporté dans un milieu de soins qui est apte à traiter une réaction allergique sévère et ensuite communiquer avec vous pour vous aviser. Évidemment, s'il y a plusieurs intervenants sur place, plusieurs étapes peuvent être faites en même temps. Vous pouvez être appelé pendant que quelqu'un d'autre administre l'épinéphrine, mais il ne faut pas perdre le temps au téléphone, il ne faut certainement pas perdre le temps du déplacement ou le temps précieux où vous allez vous déplacer pour aller évaluer vous-même votre enfant à l'école. Assurez-vous que les intervenants administrent l'épinéphrine et qu'ils appellent les premiers répondants. Par la suite, la responsabilité des soins à votre enfant va être assumée par les premiers répondants. Ils ont les outils pour évaluer davantage votre enfant. Ils ont des traitements additionnels. Ils ont de l'épinéphrine à administrer pendant toute la durée de la réaction, tant que la réaction le nécessite. Puis ils vont pouvoir emmener votre enfant dans un milieu de soins approprié si la réaction est difficile à traiter. Donc, la communication avec les parents, c'est la dernière étape des étapes urgentes du plan d'action. Remettez entre les mains des intervenants la prise en charge immédiate de la réaction. Ne le faites pas au téléphone. Puis ensuite, pour les personnes à aviser en cas d'urgence, assurez-vous que les personnes qui vont être avisées sont au courant qu'elles font partie du plan d'action. Par exemple, si c'est grand-papa, grand-maman, assurez-vous que grand-papa, grand-maman soient au courant.
Qu'elle ne soit pas seulement les contacts à aviser en cas de fièvre ou d'une autre condition médicale non urgente pour votre enfant s'il est à l'école et qu'il connaisse également le plan d'action, donc qu'il soit capable de référer les intervenants au plan d'action, qu'il soit capable de nommer que l'auto-injecteur doit être utilisé et qu'il soit à l'aise de le faire également. Donc, idéalement, ce devrait être un des deux parents. Assurez-vous que cette personne-là est joignable en tout temps. Puis, assurez-vous qu'elle soit apte à prendre la décision concernant le traitement des allergies. Donc, ça termine la révision du plan d'action qui sera disponible à l'école. Ensuite, pour ce qui est de la disponibilité des auto-injecteurs, donc avant chaque début d'année scolaire, vérifiez que la dose d'auto-injecteur soit appropriée pour le poids de votre enfant. Donc, les deux auto-injecteurs qui sont disponibles au Canada actuellement sont l'EpiPen et Allerject. Les deux existent dans des doses de 0,15 mg pour les patients de moins de 25 kg et des doses de 0,3 mg pour les patients de 25 kg et plus. Donc, assurez-vous de connaître le poids de votre enfant, de vous assurer que les auto-injecteurs que vous avez à la maison soient pour le bon poids, également que ceux à l'école soient les mêmes. Vérifiez les dates d'expiration, donc autant pour les auto-injecteurs que vous allez conserver à la maison que pour ceux que vous allez donner en milieu scolaire. C'est certain que ceux en milieu scolaire, si vous croyez oublier de les remplacer en cours d'année, donc assurez-vous d'en avoir un nouveau avec une date d'expiration qui dépasse la fin de l'année scolaire. Puis assurez-vous que ceux que vous avez à la maison là, ne soient pas expirés non plus. Assurez-vous du lieu de conservation de l'auto-injecteur d'épinéphrine. Donc, encore une fois, ça ne doit pas être exposé à la chaleur extrême, ne doit pas être gelé. Donc, il doit y avoir en tout temps à l'école un auto-injecteur qui est conservé à température pièce. Habituellement, on va être dans la même pièce avec l'infirmière scolaire ou dans le bureau d'un directeur avec toutes les dates et également que ça soit disponible rapidement au lieu où votre enfant sera évalué s'il a une réaction allergique, en plus d'être disponible sur lui directement. Assurez-vous également que le nombre d'auto-injecteurs qui sont disponibles soit suffisant. Donc, si votre enfant a une histoire de réaction allergique sévère pour laquelle il a dû recevoir plusieurs doses d'épinéphrine, assurez-vous que le nombre de doses qui soient disponibles directement sur place soit suffisant. Pour discuter de ça, vous pouvez en parler avec votre médecin ou votre allergologue. Donc, en temps normal, on dit qu'un auto-injecteur est suffisant, mais parfois, on va aller de 2 à plusieurs auto-injecteurs, dépendamment de la sévérité de la réaction antérieure puis du nombre d'auto-injecteurs qui auront été disponibles. Ensuite, pourquoi utiliser l'auto-injecteur? Donc, le concept général de la réaction anaphylaxique, c'est que l'allergène active les cellules d'allergie dans plusieurs systèmes en même temps en ayant pris la circulation sanguine. Donc, à partir du moment où on reconnaît que plusieurs systèmes sont atteints, on doit administrer un traitement qui va traiter tous les systèmes en même temps. L'utilisation des antihistaminiques et palliatifs, si vous voulez, va servir à traiter les symptômes liés à la peau exclusivement. Donc, les antihistaminiques n'arrêtent pas la réaction allergique qui survient dans plusieurs systèmes à la fois. C'est la raison pour laquelle on administre un traitement intramusculaire. Donc, on doit utiliser l'auto-injecteur d'épinéphrine pour les réactions sévères qui touchent plusieurs systèmes. Si un seul système est atteint et l'atteinte est très sévère ou progresse rapidement, ou si deux systèmes ou plus sont atteints, à ce moment-là, on va recommander d'utiliser l'auto-injecteur pour traiter la réaction. Donc, les différents systèmes qui sont facilement identifiables, ça va être le système digestif. Donc, on parle ici de vomissements, diarrhée, douleurs abdominales intenses qui vont précéder tout ça. Le système respiratoire, donc ça va inclure autant les voies respiratoires supérieures, de la congestion subite, une conjonctivite importante, un changement de la voix, que les voies respiratoires inférieures où la réaction va se présenter comme une crise d'asthme avec de la toux, une respiration sifflante, une sensation d'essoufflement. Le système cutané, où on va voir apparaître l'urticaire, donc des plaques rouges avec des démangeaisons, des angioïdèmes, donc des enflures associées à la peau et aux muqueuses. Et au système cardiovasculaire, donc on va voir des symptômes liés à la baisse de la pression artérielle, donc une grande sensation de malaise, l'impression de s'évanouir ou une grande fatigue soudaine.
Donc, encore une fois, un symptôme, une catégorie, sévère ou rapidement progressif, plusieurs systèmes atteints, on administre l'auto-injecteur d'épinéphrine. Et dans toute situation où le doute persiste, c'est toujours préférable d'administrer le traitement pour rien. Donc, d'administrer le traitement pour traiter des symptômes plus légers que d'attendre que la réaction soit plus sévère, nécessite plusieurs doses d'épinéphrine ou nécessite un traitement qui va se poursuivre à l'urgence. Donc, dans le doute, il ne faut pas hésiter. Si vous pensez que votre enfant a une réaction allergique sévère, il faut utiliser l'auto-injecteur d'épinéphrine. Et à quel moment l'utiliser? Donc, je vous rappelle le petit mémo sur le plan d'action. La première étape de la prise en charge est d'administrer l'épinéphrine et ensuite, on procède aux différents appels. Mais le traitement doit être donné le plus rapidement possible. C'est toujours en 2023 le meilleur moyen qu'on a de limiter la réaction, de s'assurer qu'elle ne progresse pas et d'éviter les complications qui vont être associées. Ensuite, pour la technique d'injection, c'est important de la réviser pour vous-même, avec votre enfant également, puis de s'assurer avec les différents intervenants qui sont également à l'aise d'utiliser l'auto-injecteur qui sera disponible pour votre enfant. Donc, encore une fois, 2 auto-injecteurs qui sont disponibles au Canada, l'EpiPen et Allerject, à la dose qui est appropriée pour le poids de votre enfant. Je ne révise pas avec vous les techniques pour l'administrer, simplement quelques rappels. Donc, pour les 2 compagnies, il y a des vidéos d'enseignement qui sont disponibles sur leur site Internet pour réviser la technique d'injection. Il y a également des applications qui sont disponibles pour votre téléphone pour pouvoir garder avec vous la technique d'administration. On sait que dans une situation de stress, si c'est la première fois que vous avez à l'utiliser, ou que vous devez coacher quelqu'un pour l'utiliser, c'est possible d'oublier. Donc, vous pouvez utiliser les vidéos pour le faire. Également, les 2 compagnies ont des dispositifs de pratique, donc sans aiguille, sans médicaments, qui vous permettent de réviser avec les gestes et puis la bonne sensation là, de l'utilisation du dispositif. Donc, réviser avec votre enfant. Utilisez les dispositifs qui vous permettent de pratiquer. C'est vraiment quelque chose de très utile. Ça permet de désensibiliser aux gestes et à la technique. Il faut que vous, votre enfant et les intervenants soient à l'aise avec l'utilisation du dispositif que vous avez pour pouvoir traiter la réaction le plus rapidement possible et sans hésitation. Également, pour les parents anxieux ou pour les enfants qui vont traîner avec eux un dispositif, soit dans des fêtes d'amis ou avec des gens qui ne sont pas nécessairement à l'aise d'utiliser les auto-injecteurs. Je rappelle que le dispositif d'Allerject dispose d'un mécanisme, d'un assistant vocal intégré, donc c'est parfois rassurant pour les gens qui ne sont pas nécessairement à l'aise avec le traitement de la réaction d'avoir le dispositif allergique qui permet vraiment de coacher l'auto-injection étape par étape de manière très précise et très simple. Donc, si c'est quelque chose qui convient à qui convient mieux à votre mode de vie ou aux situations auxquelles votre enfant va être exposé, vous pouvez demander au pharmacien qu'il substitue les auto-injecteurs d'une marque à l'autre, puis sinon demander à votre médecin de vous le prescrire. Vous pouvez aussi commander les dispositifs de pratique. Là, ça vous permet de voir si c'est un dispositif qui est plus simple d'utilisation pour vous ou qui convient mieux. Donc, on a prévenu les réactions allergiques, on essaie d'optimiser le traitement de la réaction si elle survient en milieu scolaire. Maintenant, si une réaction est arrivée, qu'est-ce qu'on fait après? C'est tout aussi important pour nous comme médecins que pour vous comme parents d'être capable de gérer les réactions futures. Donc, plusieurs petites choses à garder en tête. Premièrement, reconnaître l'impact émotionnel que la réaction va avoir eu autant pour votre enfant que pour les intervenants qui ont eu à gérer la réaction, que pour vous comme parents. Parfois, c'est surprenant.
La majorité des enfants qui ont eu une réaction allergique sévère qui a été adéquatement traitée avec un auto-injecteur d'épinéphrine sont rassurés de l'utilisation de l'auto-injecteur et de son efficacité. Donc, parfois, l'impact qui va être perçu comme parent ne sera pas nécessairement le même que celui qui a été vécu par l'enfant. Donc, reconnaissez ça. Reconnaissez également le stress que ça a déclenché, généré, autant pour vous que pour les intervenants qui ont géré la réaction. Puis également, revenez sur la prise en charge qui a eu lieu. Donc, en toutes circonstances, il va y avoir eu des bons coups, des mauvais coups, des opportunités d'améliorer la prise en charge, autant pour la réaction ou les réactions de votre enfant que pour les réactions que d'autres enfants pourraient avoir en milieu scolaire. Donc, réviser les différentes étapes de la prise en charge qui ont eu lieu, puis regarder si pour vous comme parents, il y a certains éléments qui auraient pu être mieux faits ou faits différemment. Prenez des notes parce que tout ça peut également être révisé ou si ça suscite des questions, ça peut être révisé avec votre médecin, également avec votre allergologue. Donc, parfois, le délai avant le contact médical va être long à très long, dépendamment de la région dans laquelle vous vous trouvez ou de l'accès aux médecins dont vous disposez. Donc, si vous avez pris des notes, c'est beaucoup plus facile de s'en souvenir. Notez vos questions également. Assurez-vous que l'allergène qui a déclenché la réaction est identifiable. Puis également, s'il n'est pas identifiable, assurez-vous de noter dans l'heure précédant la réaction, ce à quoi votre enfant a pu être exposé. C'est important de le faire au moment où ça arrive parce que plus on s'éloigne du moment de la réaction, plus ça va être difficile de se souvenir de l'heure qui précédait. Donc, questionnez également les différents intervenants. S'il y a des collations avec des listes d'ingrédients qui sont disponibles, obtenez-les, conservez-les jusqu'au contact avec l'allergologue que vous allez avoir. Donc, c'est important de recueillir les informations. Puis souvent, si c'est un nouvel allergène, en fait, le nouvel allergène est bien identifié par le personnel non allergologue, moins que 10% du temps. Donc, assurez-vous vraiment non seulement de noter les allergènes communs ou les allergènes suspectés, mais notez également toutes les expositions de votre enfant dans l'heure précédant la réaction. Assurez-vous que les médicaments pour traiter une éventuelle réaction soient disponibles à nouveau. Donc, si les auto-injecteurs ont été utilisés à l'école, assurez-vous de les remplacer. Puis, mettez à jour la liste des informations sur les allergies de votre enfant. Si on suspecte un nouvel allergène, vous pouvez mettre vous-même le plan d'action à jour avant d'avoir accès à un allergologue. Puis, tentez d'avoir accès soit à votre allergologue si vous en avez un, avec votre médecin de famille pour une nouvelle référence si vous n'en avez pas, ou à un médecin de première ligne si l'enfant a été transporté à l'urgence, demandez une nouvelle consultation en allergie au médecin de l'urgence. Assurez-vous d'avoir accès autant pour réviser la prise en charge des réactions allergiques que pour refaire des tests d'allergie, identifier un nouvel allergène ou pour discuter des nouveaux moyens de prévention des réactions allergiques, de la désensibilisation alimentaire si votre enfant pouvait être un candidat. Donc, assurez-vous de mettre en place les différents moyens pour avoir accès aux soins en allergie. Ils sont disponibles au Québec. Parfois, c'est long, dépendamment de la région dans laquelle vous vous trouvez. Vous pouvez retrouver sur le site de l'AAIQ, donc l'Association des allergologues et immunologues du Québec, la liste des allergologues disponibles selon votre région, la liste des régions où un allergologue est disponible également. Il n'y en a pas partout, malheureusement, mais l'accès devrait tout de même être possible. Donc, en conclusion, important de prévenir, de gérer le risque associé aux allergies alimentaires, de prendre en considération que la gestion du risque est différente puisque l'enfant soit chez vous ou dans un autre milieu. S'assurer que le traitement est disponible, que les gens qui vont avoir à l'administrer sont aptes à le faire. S'assurer que vous-même, vous soyez capable de reconnaître les réactions allergiques et de les traiter de manière appropriée. Et si une réaction survient, bien, s'assurer de mettre en place un plan pour diminuer le risque des éventuelles autres réactions. Donc, merci à Allergie Québec pour la présentation aujourd'hui. Puis, je pense qu'on avait des questions. Oui, merci beaucoup, Dr. Prou. C'était vraiment très intéressant, très pertinent.
toutes ces informations et ces précisions que vous nous avez données aujourd'hui. Donc, effectivement, on avait reçu des questions. Je ferai deux petites questions avec vous aujourd'hui. La première, ça serait comment pouvons-nous aider le personnel scolaire à différencier la réaction qu'on appelle la réaction du syndrome pollen-aliment avec une réaction IgE médiée, là? En fait, juste pour donner quelques définitions, là, une réaction pollen-aliment, c'est une réaction IgE médiée qui est une réaction croisée entre différents aéroallergènes, donc principalement des pollens et des aliments, fruits, légumes ou noix de la même famille. Donc, la réaction pollen-aliment doit être adressée de la même manière qu'une réaction IgE médiée, c'est-à-dire que c'est une réaction allergique. La majorité des gens vont avoir ce qu'on appelle un syndrome d'allergie orale, donc des symptômes qui sont limités à la cavité buccale ou aux endroits où l'aliment va avoir été en contact. En temps normal, quand la réaction est limitée à la bouche, ce sont des allergènes qui sont facilement détruits par le processus de digestion, par les enzymes de la salive, par la transformation. Et la réaction devrait être limitée à la bouche. Donc, si on se fie au plan d'action ou aux indications d'utiliser l'auto-injecteur d'épinéphrine, si on a un seul système qui est atteint avec une réaction légère, non sévère, la réaction ne devrait pas nécessairement être traitée avec un auto-injecteur d'épinéphrine. Pourrait être traitée avec des antihistaminiques s'ils sont disponibles pour l'enfant en milieu scolaire. Mais si la réaction, parce que ça arrive, atteint plusieurs systèmes, bien, la réaction, qu'elle soit liée à une réaction croisée entre des pollens et des aliments ou à une allergie alimentaire primaire, doit être traitée de la même manière avec le même algorithme. Merci beaucoup pour ces précisions. Je crois que ça va aider plusieurs personnes. Et l'autre question que nous avions, on se la fait poser souvent. Pourriez-vous nous expliquer brièvement ce qu'est la réaction induite, ce qu'est une réaction allergique induite par l'effort? Puis est-ce qu'il y a des mesures à mettre en place à l'école ou des éléments à surveiller lors des cours d'éducation physique ou des récréations? En fait, il existe deux types de réactions anaphylactiques induites par l'effort, donc vraiment l'anaphylaxie induite à l'effort, puis l'anaphylaxie induite à l'effort dépendante des aliments. Donc, c'est une condition qui est nettement plus rare que les allergies alimentaires primaires qui donnent des réactions anaphylactiques. C'est certain que la gestion de l'activité physique comme déclencheur d'une réaction anaphylactique doit être discutée avec votre allergologue, dépendamment de l'histoire de votre enfant ou de l'histoire des réactions antérieures. Les recommandations pour la gestion de l'activité physique, pour la gestion des repas avant l'activité physique, puis la gestion des allergènes en lien avec ça peut être très différente. Par contre, la gestion de la réaction allergique comme telle, si elle survient, est exactement la même. Donc, c'est une anaphylaxie, le traitement est le même, le plan d'action pour l'utilisation de l'auto-injecteur est le même. Donc, pour les précautions, pour les prévenir, elles doivent être discutées avec votre allergologue, mais pour le traitement de la réaction, il est exactement le même. Parfait. Ben, merci beaucoup pour ces précisions encore une fois. Puis, c'est ce qui conclut notre présentation avec vous aujourd'hui. Encore une fois, merci d'avoir pris le temps de nous informer et de nous mettre à jour sur les bonnes pratiques pour la gestion des allergies alimentaires en milieu scolaire. Merci beaucoup. Alors, on va commencer par des conseils pratico-pratiques et je me mets toujours dans la place des parents qui inscrivent leur premier, tu sais, quand l'enfant passe le saut du service de garde à l'école, les ratios changent. Il y a vraiment un contexte une foule de questions qui apparaissent chez nos parents et on le voit à travers le soutien téléphonique, les questions qu'on reçoit à Allergie Québec et des questions très simples. Qui va surveiller mon enfant? Quelle est l'organisation au niveau des repas? Comment ça se passe l'ordre de repas? Est-ce qu'il va être sécurisé?
Beaucoup de questions comme ça, qui aussi, bon, le plan d'urgence, bien sûr, l'accessibilité aux auto-injecteurs et la formation du personnel. Est-ce qu'il y a des nouveaux enseignants, des nouveaux surveillants de dîner qui vont intervenir auprès de mon enfant, parce que même quand l'enfant commence à être connu, donc beaucoup de questions qui donnent un climat d'anxiété, donc qui demandent une communication. Et à travers tout ça, on veut que l'enfant, que l'on soit des professionnels en nutrition, infirmières scolaires ou parents, on veut que l'enfant chemine à travers son allergie et devienne de plus en plus aussi autonome face à son allergie, qu'il savent la formuler, communiquer avec son entourage. Tout ça pour mettre, je vais faire avancer mon diaporama, se mettre dans un contexte, donc vous comprenez que beaucoup de questionnements, de l'anxiété, de la nouveauté, qu'il faut faire face à chaque rentrée. Et dans ce contexte-là, s'attarder, comme on parlait, aux bonnes pratiques. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques mises en place? Donc, dans mon présentation, je vais vous faire trois grandes sections. On va parler de certitude, comment on se débarrasse des allergènes. On va parler de conseils, vraiment comment manger sans crainte et créer un environnement sécuritaire pour l'enfant au moment des repas, ce qui est le moment le plus à risque pour un enfant allergique. Et on va parler après de tout ce qui des idées, se donner des trucs, des astuces qu'on a à travers nos communications avec la clientèle des personnes allergiques, mais même aussi en tant que parents. Voilà. Alors, une certitude, déjà, on sait se débarrasser des allergènes. Les études l'ont montré. C'est donc du moment qu'on applique des bonnes pratiques. Donc, c'est de l'hygiène, du lavage des mains, lavage des surfaces. Un allergène, on le sait, peut rester sur une surface s'il n'y a pas de nettoyage. Des études ont été faites dans ce sens-là. Si on laisse une table contaminée par du beurre d'arachide, et c'est souvent avec du beurre d'arachide que les études sont faites, ben, ça peut rester jusqu'à 110 jours sur une table et être très actif s'il n'y a aucun nettoyage qui n'est fait. Donc, vous voyez l'importance du nettoyage des surfaces dures avant de manger pour créer son espace propre, mais aussi les mains. Les mains sont un vecteur de contamination importante. Donc, on parle de l'enfant allergique, c'est une bonne habitude, on le sait avec la pandémie, que ça réduit la propagation du virus, mais pour les allergènes alimentaires, ce sont des protéines qui restent sur les mains. Il faut s'en débarrasser et c'est avec un agent nettoyant dégraissant. C'est comme ça qu'on se débarrasse de ces particules allergènes. Donc, la désinfection, le Purel, comme on a été habitué depuis toutes ces années, ne suffit pas. L'eau seule ne suffit pas. Il faut vraiment un agent de nettoyage. Alors, pour les mains, qu'est-ce qui a été efficace à travers les études? Bien sûr, c'est la bonne barre de savon, le savon liquide, mais aussi un truc pratique qui peut être un bon conseil à donner aux parents comme aux équipes écoles qui n'auraient pas un accès facile à un lavabo. Utiliser des lingettes à couches, des lingettes humides qui ont été efficaces parce qu'il y a un petit agent nettoyant dedans pour se débarrasser des allergènes sur les mains. Sur les comptoirs, ce qui a été évalué à travers les études, c'est les produits ménagers nettoyants courants et on vous recommande d'utiliser ceux pour la cuisine parce que au moins il n'y a pas de résidus qui peut être toxique sur les surfaces dures. Donc c'est des agents nettoyants en spray comme on retrouve dans nos rayons d'épicerie et il y a aussi les agents nettoyants industriels quand c'est des compagnies qui les utilisent. Mais un désinfectant pur ne suffit pas, il faut aussi qui est dedans un nettoyant dégraissant. Regardez les étiquettes, c'est tellement bien indiqué. Et bien sûr, respecter les conseils d'utilisation. Donc ça, c'est la certitude, on sait se débarrasser des allergènes dans notre environnement. Mais maintenant, il faut mettre l'accent sur la prévention. Comment on peut rendre un espace sécuritaire pour un enfant allergique pour qu'il mange sans crainte, parce que c'est ça qui est important. Le temps du repas est un moment de plaisir aussi, autant pour les gens allergiques que pas allergiques. Donc, il faut s'organiser. En ajoutant une autre étape supplémentaire de protection, comme un apron, une serviette, ça peut être un outil très efficace et c'est ce qui est recommandé dans les bonnes pratiques. Aussi, toujours informer l'enfant de ce qu'il doit manger et lui apprendre toujours de manger la nourriture qui a été prévue pour lui, d'éviter le partage, d'éviter aussi le partage des ustensiles. On recommande aussi de veiller à avoir un protocole au niveau du micro-ondes s'ils sont toujours utilisés dans les milieux scolaires. Il vaudrait mieux les éviter parce que là, on rajoute un facteur de risque de contamination, de croisement par un allergène.
Donc, il y a vraiment des solutions pratico-pratiques qu'on trouve partout, là. Des contenants isothermes, on en a de toutes les formes, on en a des performants, des plus petits qu'on peut utiliser qui permettent d'éviter cette étape de déplacement, de réchauffage et un risque de contamination. Donc, ça peut être quelque chose de rassurant. Le but, là, c'est que, comme vous disiez, c'est de diminuer le stress. Donc, rassurant aussi pour l'enfant allergique, il a son contenant et il est capable de se servir. Comme je disais, pas de partage d'aliments, d'ustensiles. Et une des règles aussi de bonne pratique, c'est de passer le message qu'on ne doit pas manger dans l'autobus. Donc, on apprend tout ça à l'enfant allergique, mais c'est aussi l'environnement, il faut qu'il soit sensibilisé. On ne veut pas stigmatiser non plus l'enfant allergique en le mettant dans un espace isolé. Il faut penser à la table avec qui il mange, lui nommer la personne qui sera responsable et voir à l'organisation de son espace. Le lavage des mains, c'est bon pour tous. Ça, je dis tout le temps, on sait, on a eu la preuve que ça limitait les infections, donc c'est aussi une mesure. Alors, c'est sûr que pour l'enfant, en se concentrant sur l'enfant allergique, avant le repas, parce que il a touché à beaucoup de choses et il doit manger, il va faire l'acte alimentaire, donc c'est important que ses mains soient propres si jamais il a été en contact avec d'autres aliments. Et après le repas, on me demande souvent, mais pourquoi il doit se laver les mains après la propreté, l'hygiène? Oui, mais c'est le temps qu'il ramasse ses affaires, qu'il se promène dans la salle de réfectoire et tout. Ben là aussi, il pourrait rentrer en contact. Donc c'est important qu'après le repas, une fois que tout est serré, il aille se laver les mains et tout, puis que tout soit prêt. Notre conseil, concernant bien sûr, c'est l'identification des allergènes. C'est important de connaître les aliments. Donc très rapidement, vous juste rappeler que l'étiquetage des allergènes alimentaires a été priorisé pour 9 allergènes. On a 2 façons de les retrouver sur les étiquettes. Donc c'est soit directement dans la liste des ingrédients ou sous une mention récapitulative contient. Faut savoir que ça concerne ces 9 allergènes prioritaires et qui sont à déclaration avec des noms faciles à comprendre, usuels. Petit rappel aussi, les mentions peut contenir, c'est important de les respecter en tant que parent. Ne posez pas 36 questions. Si ça a été indiqué sur l'emballage, c'est qu'il faut pas le consommer. Il y a un risque réel de contamination qui a été évalué par l'industrie, un croisement et donc une présence, un risque de l'allergène. Donc, il faut vraiment éviter de les utiliser. Voilà. Maintenant, quoi manger? Allons carrément se donner faim, hein, c'est le temps de manger pour tout le monde. Donc, petit conseil au niveau des lunchs, qu'on ait des enfants allergiques ou pas, je pense que toutes les mamans se cassent la tête pour composer les repas. Et sachez que c'est l'adulte qui va, je pense, plus au primaire, qui note la redondance. Les enfants, quand ils mangent des choses qu'ils reconnaissent et qu'ils aiment, ils auront du plaisir à manger. Puis je pense que pour un début de rentrée scolaire, pour un enfant allergique, donnez-lui des aliments qu'il reconnaît bien, qu'il aime. C'est pas le temps de lui essayer différents légumes, des choses qu'il n'a pas l'habitude, plutôt des choses simples qu'il reconnaît, qu'il va manger. Comme ça, on sait qu'il va manger, qu'il sera pas tenté d'aller demander autre chose. Donc, comme on disait, c'est important qu'il mange la nourriture qui lui a été préparée. Alors, plein de suggestions. Alors, des fois, selon l'allergène, on a des restrictions à cause de la mayonnaise. On veut faire des sandwichs. Vous savez qu'il existe des mayonnaises sans allergène. On peut faire nous-mêmes des trempettes maison de légumineuses quand on n'a pas cet allergène, pas d'allergie aux légumineuses. Donc, c'est très facile de faire vraiment différentes garnitures qui vont composer nos sandwichs. L'avocat est un légume oléagineux qui vraiment, c'est gras, ça peut remplacer vraiment tout ce qui est mayonnaise dans un sandwich et c'est très bon. Mettez-y de l'originalité, des fruits qu'ils aiment, faites les sandwichs avec eux, comme ça ils savent ce qui a été mis dans le sandwich et ça ne sera pas boudé. Quand on a des allergies un petit peu plus compliquées, restrictives et qu'on peut, comme le soya par exemple, des fois c'est beaucoup plus simple d'utiliser un pesto maison, bien sûr sans allergène de l'enfant, parce qu'on peut très bien enlever le fromage et les pignons qui remplacent ça par autre chose, ou carrément une huile d'olive de très bonne qualité, elle fige au réfrigérateur, puis c'est facile à tartiner comme ça du pain. Donc, il y a vraiment beaucoup d'astuces. Moi, je vous invite à aller sur le site web d'Allergie Québec. Il y a une section recettes et les recettes ont été sélectionnées vraiment dans cette optique de réduire le plus possible des allergènes, donc sans les 9 allergènes.
On a des collations. Pensez aux collations salées. On a des becs sucrés, des becs salés parmi nos enfants et vous allez voir que ça se mange très bien. Des cubes de poulet rôtis sans allergènes, une salade de poulet que vous faites, des petites salsas maison faites rapidement, une pomme, une tomate, un peu d'assaisonnement de coriandre et puis fraîche et puis vous lui donnez ses craquelins préférés contrôlés. Il y a des collations auxquelles on pense pas, on pense tout souvent au sucré, mais le salé est vraiment nous donne beaucoup plus de variété, de diversité. On vous donnera une petite recette d'ailleurs à la fin du webinaire, des boules d'énergie croustillantes, une recette sans allergènes qui est vraiment épatante et qui fait fureur, en tout cas dans mon entourage. Mais attendez, je voudrais avancer parce que je vous avais des petites suggestions de chaud. Voilà, ça sent bien. Les lunchs chauds, quand je vous parlais de contenants isothermes, n'hésitez pas pour éviter la redondance, n'hésitez pas dans un menu de 5 jours de prévoir au moins 2 repas chauds. Puis c'est pas grave si toutes les semaines il a son pâté chinois ou son parmentier préféré adapté à ses allergènes ou une sauce pour pâtes que vous avez contrôlée en ses allergènes qu'il aime. Écoutez, ça va, au moins on sait qu'il va manger chaud, qu'il aura son contenant. Vous pouvez et puis vous complétez bien sûr avec des fruits, des légumes. Des soupes préférées, certains enfants aiment bien la soupe, notamment des soupes crème, des choses comme ça. Donc, soit vous l'enrichissez en protéines, vous donnez des compléments, vous composez bien le lunch à côté avec des ingrédients où la soupe devient complète si vous ajoutez des ingrédients dans la soupe elle-même. Beaucoup de solutions, puis allez visiter les sites de recettes. Alors, pour terminer ma présentation, qui est assez courte pour laisser du temps au docteur, comme on parlait, qui me le présentait, à Allergie Québec, il y a un guide de bonnes pratiques sur la gestion des allergies alimentaires qui a été développé par un comité d'experts de la santé, des allergologues, des infirmières scolaires, des nutritionnistes, des intervenants des milieux du centre de services scolaires de Montréal. Donc, ça a été développé par Montréal. Nous, Allergie Québec est arrivé pour l'aider à la mise en forme. Et dessus, ça rassemble vraiment les bonnes pratiques que conseillers qui mettent l'accent vraiment sur la prévention, l'éducation et et qui est la formation aussi qui permettra avec cet outil peut donner beaucoup de solutions de formation et de conseils. L'odeur d'un allergène peut-elle créer un choc anaphylactique? C'est une question qui revient vraiment souvent, celle de l'odeur. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? C'est un mythe, hein? C'est un mythe, ça devient de l'ordre du mythe parce que c'est vraiment une question qui a toujours existé. Il faut faire la part des choses. Pour que l'organisme rentre en réaction allergique, il faut qu'il y ait un contact avec son allergène. Évidemment, les fosses nasales peuvent être un lieu de contact avec la muqueuse où là, nos défenses immunitaires sont prêtes à réagir à notre allergène. Mais il faut qu'il y ait un contact avec des protéines alimentaires. Donc, une odeur, ce n'est pas une protéine alimentaire. Une odeur, c'est comme un gaz, si vous voulez, qui s'expand dans l'air, qui nous dit à notre cerveau, ah, ça, c'est l'odeur du poisson, ça, c'est l'odeur peut-être de votre allergène. Donc, c'est sûr qu'il y a un niveau d'anxiété qui commence. Tu sens ton allergène dans ton environnement, tu t'inquiètes. Mais il faut, les études, les peu d'études, c'est évident, on n'a pas d'études sur tout, mais peu d'études qui ont montré que effectivement, dans un cas de vapeur de cuisson, donc il faut vraiment être dans la casserole, au-dessus de la casserole, là, il pourrait y avoir une présence de petites particules de protéines qui s'échapperaient, et notamment ces études qui ont été faites sur le poulet et surtout le poisson, les fruits de mer, donc qui pourraient éventuellement commencer à déclencher quelques symptômes de réaction, une gêne, un écoulement nasal, des larmoiements. Mais il faut vraiment être au-dessus de la casserole, comme je vous le disais. Donc, une odeur de poisson dans un environnement que vous venez d'arriver alors que c'est un grand espace ne va pas déclencher une réaction anaphylactique. Parfait. Mais l'anxiété, tout ça pourrait faire qu'on se sent gêné, on se sent pas bien et notre corps nous dit de partir. Oui, parfait. Donc, on le sait maintenant, on sait tous avec l'odeur. Et puis, l'autre question qu'on a beaucoup là ces temps-ci, c'est à propos du bannissement de certains allergènes dans les écoles. Donc, est-ce que le bannissement de certains allergènes comme les noix, les arachides, est encore la bonne façon de prévenir les réactions allergiques dans les écoles? Ou est-ce que ça a déjà été la bonne façon? Mais non.
Ce n'est pas, bah, là, je dis, façon personnelle, c'est vraiment pour répondre directement, mais je pense qu'il faut développer cette réponse. Je comprends très bien un parent qui me dit, ben voilà, toute son petite enfance, il était dans un milieu où on nous garantissait sans noix, sans arachide. Ben voyons donc, il passe au préscolaire, il passe en primaire, et là, vous commencez à permettre aux enfants de consommer des noix, des arachides dans les lunchs. Il faut savoir qu'il n'y a pas de politique, il n'y a pas de police des boîtes à lunch. Déjà, c'est un faux sentiment de sécurité de savoir qu'on va contrôler complètement l'absence de l'allergène dans un milieu scolaire. Deuxièmement, on a peu d'études, mais on a quand même une étude pan-canadienne qui a été faite en 2015 qui montrait d'où venait l'origine des chocs anaphylactiques chez nos enfants. Et puis c'est vraiment une grosse cohorte. Ben, il s'avère que dans les écoles, alors là, ils ont fait ça intelligemment, ils ont posé des questions, ils ont fait ça sur des écoles qui avaient des mesures de retrait d'allergènes, d'arachides et d'autres pas. Et c'était exactement les mêmes statistiques. Donc la littérature scientifique ne donne pas hors de tout doute qu'il y a un bénéfice de retirer un allergène. Et comme vous venez de comprendre par le survol de ma présentation, là, il y a tellement de bonnes pratiques à mettre en place avant, c'est la prévention, l'éducation, l'accompagnement de l'enfant allergique à verbaliser ses réactions, regarder son environnement. Donc, il y a vraiment des choses essentielles à mettre en place que de retirer un allergène. Et on focus tout le temps sur l'arachide et les noix, mais l'allergie au sévère au lait, aux œufs, à risque d'anaphylaxie, ça existe, que ce soit petit et grand, et même dans les CHSLD. Donc, ça suffit pas. Si on voudrait réintroduire, alors, si on veut faire machine arrière, c'est qu'on a toujours fait ça, ben, si on veut dire, bon, on va le permettre, il faut d'abord s'atteler à ce qu'on ait des bonnes pratiques en place dans son milieu et un bel accueil comme conseiller au niveau de sécuriser l'enfant allergique. Parfait. Merci beaucoup, Christine. On a d'autres questions. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques au niveau des fêtes, tu sais, d'une fête d'anniversaire d'un enfant à l'école? Oui. On sait que ça arrive souvent, puis c'est beaucoup des gâteries alimentaires qui vont être données dans ces moments-là. L'anxiété des parents, c'est qu'est-ce qui circule comme aliment dans l'école que je n'ai plus de contrôle. Hein. On contrôle la boîte à lunch de notre enfant, mais la distribution de lait, les fêtes, comme vous le mentionnez, les activités spéciales, hein, des fois, ben, il faut les limiter le plus possible. Il y a d'autres façons de faire de la récompense que alimentaire. Ça c'est, on va être bientôt dans le temps d'Halloween, on fait la citrouille turquoise. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour fêter un enfant différemment. Et il y a des parents avec la participation. Bon, tout va dépendre de la structure de l'école, de l'âge de l'enfant. On a des commentaires de parents d'enfants allergiques qui disent, ben, moi, je fais un dessert pour mon enfant et pour toute la classe. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'autres questions qui reviennent. C'est l'hygiène, la salubrité, le risque d'intoxication alimentaire. Regardez, il n'y a pas que le problème allergique à travers ça que de faire entrer la nourriture de l'extérieur. Puis je pense qu'il y a d'autres façons de fêter un enfant, de faire d'autres événements que simplement se concentrer sur un gâteau, parce que de toute façon, le gâteau, il l'aura à la maison. Est-ce que l'idée d'avoir une petite boîte avec des gâteries autorisées, remises à l'enseignant, soit alimentaires ou autres, pour souligner certains, peut être une bonne idée? Ça peut être une bonne idée si en pratique, je pense qu'il faut l'adapter à l'enseignement, aux valeurs. Moi, je suis nutritionniste, ma formation, des formations professionnelles. Moi, j'aime pas trop qu'on fasse de petites négociations avec les aliments. Donc, ouais. il y a, comme je comprends tout à fait. Il y a vraiment d'autres façons que de souligner une fête, un événement joyeux autre qu'avec des aliments, c'est sûr. Et ça sera simplifions-nous la tâche. Moi, c'est ce que je dis beaucoup aux éducatrices et de scolaires, du milieu scolaire, ou aux parents ou aux professeurs qui appellent des fois sur la ligne de téléphonique. Pourquoi vous vous compliquez comme ça la vie? Ouais. Trouvez d'autres. Ouais. Parfait. Puis sinon, au niveau du port de l'auto-injecteur, est-ce qu'il y a un endroit où l'auto-injecteur devrait se retrouver à l'école, au commun, dans le bureau de la secrétaire, sur l'enfant? Qu'est-ce que... Donc, le plan d'intervention d'urgence avec
qu'on met en place pour les enfants à risque d'anaphylaxie met l'emphase, et c'est important, que l'auto-injecteur suit l'enfant. Ça, c'est important, où il va manger. Ça, ce serait l'idéal. Donc, comment suivre? C'est de le porter soi-même. Donc, la première recommandation, c'est d'entraîner nos jeunes enfants progressivement avec la maturité, donc à s'en aller vers porter l'auto-injecteur. Parce que dans une école primaire, c'est pas rare de voir qu'il y a des vingtaines d'auto-injecteurs dans l'établissement. Donc maintenant, le plus proche de l'endroit où mange l'enfant. Donc c'est tout un débat selon l'organisation physique de l'école, l'endroit où a lieu les repas. Ce que l'on voit dans la pratique courante, c'est quand même que souvent les auto-injecteurs sont centralisés dans la salle des professeurs, ou proches du réfectoire ou du service de garde. C'est très varié, mais on recommande, je pense qu'Allergie Québec va aussi dans ce sens, on recommande que l'enfant apprenne à porter son auto-injecteur et se responsabilise. On a eu... on nous a rapporté qu'il y a une commission, un centre de service scolaire où ils ont mis en place ça fait plus de 7 ans, et ils y arrivent maintenant. Et c'est pris, mais ça prend un changement d'habitude, de routine et puis de volonté. Oui, effectivement. Parfait. Merci beaucoup, Christine. Je remercie bien sûr Dr. Émilie Proulx et Christine Gadonex pour sa présentation. Et ensuite, nous remercions bien sûr notre partenaire Allerject, sans qui cette présentation n'aurait pas pu avoir lieu. Et la rediffusion suivra sous peu. Donc, pour plus d'informations pour tout ce qui concerne les allergies alimentaires, pour découvrir nos services gratuits, je rappelle, on a une ligne de soutien téléphonique gratuite où vous pouvez poser vos questions soit par téléphone ou par courriel. Ce sont des nutritionnistes spécialisés en allergies alimentaires qui sont là pour vous répondre ou encore pour écouter ce webinaire de nouveau. Donc, je vous invite à visiter le site de allergiequebec.ca. Aussi, jusqu'au 15 octobre, vous avez sur la page d'accueil une section qui est une section spéciale sur la rentrée scolaire. Il y aura le lien vers le webinaire ainsi que le lien vers des articles pertinents en ce qui concerne la rentrée scolaire et aussi le guide de bonnes pratiques dont on a discuté tout à l'heure. Puis en terminant, je vous rappelle qu'Allergie Québec est un organisme de bienfaisance. Donc, ce sont par vos dons que nous pouvons poursuivre notre mission. Donc, si jamais vous le pouvez, nous vous invitons à faire un don sur notre site Internet si c'est possible pour vous. Alors, sur ce, je termine la présentation et nous vous enverrons le lien pour la présentation complète sous peu par courriel. Alors, merci à tous pour votre présence et au plaisir de vous retrouver lors d'une prochaine séance d'information. Merci. Au revoir.